Oh, déjà, merci déjà pour le temps que vous nous consacrez pour nous parler exclusivement aujourd'hui du Batak. Parlez-nous un peu du Batak. Merci pour la question. Il ne faudrait pas que les gens pensent que j'ai fait des déclarations là par chauvinisme, mais ce sont des faits historiques. Batak est aujourd'hui en reconstruction. Il est en reconstruction pour une simple raison, c'est que pendant la guerre d'indépendance, l'armée française, en exécution de la théorie de Mesmer, qui était au commissaire de la République française pour le Cameroun, avait engagé une politique s'inspirant du secrétaire d'État américain des années 58 qui s'appelait Foster Dulles, la théorie de l'endiguement, qui consistait à éloigner les populations des mouvements indépendantistes en créant ce qu'on appelle les camps, d'où le nom camp Babouantou qui existe jusqu'aujourd'hui. Donc les populations fuient dans les années 58, les populations de Batak ont été déportées totalement vers le camp Babouantou. C'était d'abord là où se trouve la gare routière, là aux environs, et après se sont étendus sur le circuit qui descend de Batak, donc pratiquement à l'eau, où il y a tout un quartier qui est habité à gauche, à droite, uniquement de ressortissants Batak. Donc ils sont installés là-bas, la ville est née, il y a eu le courant, l'électricité, et ils n'ont plus voulu remonter. La remontée se limitant juste à aller chercher de quoi manger. Donc tous les matins, vous les voyez monter en file indienne avec ce qu'ils vont manger dans la journée. Et le soir, ils reviennent avec le bois pour faire la cuisine et la nourriture qu'ils vont manger. On se trouve en quelle année comme ça, pas? Jusqu'en 70, hein? Jusqu'à la capture de Wangé NS et son exécution sur la place publique à Bafoussam en janvier 71. Parce que je dois dire que l'état d'urgence est resté dans le Hongkam jusqu'en 2001, je crois. Dans le Hongkam. C'était le seul département du Cameroun qui était sous l'état d'urgence en 2001. Et on avait prolongé ça à l'arrondissement de Makénéné, justement parce que les populations, certaines populations du Hongkam, notamment les Babounche, avaient fui le premier, étaient partis créer une partie de Makénéné. C'est pour ça que l'état d'urgence les a poursuivis là-bas. Il y avait également l'arrondissement de Konjok, dans le camp, qui était poursuivi par ce même état d'urgence. Donc quand les populations ont été déportées dans les années 58, elles ont été amenées au camp. Et pour sortir du camp à l'époque, il y avait des registres, c'était vraiment un camp, avec une barrière. Donc il fallait te faire enregistrer à l'entrée et à la sortie. Et si tu te faisais enregistrer pour la sortie, tu ne revenais pas, tu étais mis à pied parce qu'on estimait que tu avais rejoint le camp de ce qu'on appelait abusivement les maquisards, qui étaient en fait des indépendantistes. Quand l'armée française arrive à Batak en 58 pour déporter les populations, Batak dispose d'une école primaire qui date du lendemain de la Première Guerre mondiale des années 20, qui allait jusqu'au Kouamantin 1, je crois, et c'est la suite, c'était à Ambo, à l'école Elie à Legret. Donc à cette époque-là, il n'y avait que deux écoles dans le Hongkam. L'école de Bana, qui dépendait qui relevait d'époque allemande, et celle-là qui a été créée après la Deuxième Guerre mondiale, donc sous l'école française. Et c'était la mission protestante française qui avait créé cette école-là, qui était accompagnée d'un centre de santé et qui était une école avec internat. Il y a encore des gens qui ont fréquenté dans cette école-là, qui avait un internat et un temple. Si vous allez à Batak, vous verrez devant le foyer, il y a les restes, les vestiges, comment on les appelle, de ce qui était le temple. Avec encore des briques, il y a encore des briquettes entières qui avaient été
qui sont sous la pluie depuis 1958 et au-delà. Donc, il y a encore les fondations des cases, des maîtres et de ça. Donc là, c'est encore là, c'est encore visible aujourd'hui. Et tout cela appartenait, comme je l'ai dit, à l'école, à l'église protestante. Donc, avant cette époque-là, avant que les Allemands n'arrivent, avant cette époque de la colonisation française, du moins du protectorat de Nadi Soumanda, ce n'était pas différent de la colonisation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bata est une des plus vieilles chefferies de l'Ouest. Ça surprendra beaucoup de gens. Mais il est établi aujourd'hui que la chefferie Bandoumla est la plus vieille chefferie de l'Ouest. La Mileke, c'est la plus vieille. Et l'histoire de Bata est liée à celle de Bandoumla. Parce qu'en fait, c'est un oncle et son neveu qui quittent Bali, la région actuelle de Bali, dans le nord-ouest, qui émigrent vers là-bas. L'oncle crée Bandoumla et a son neveu à côté de lui. Le premier chef Bata s'appelle Ndjakam. Ndjakam. Donc, il lui donne, à son neveu Bata pour gérer. Et voilà que, et à l'époque, tel que les anciens nous ont dit, il n'y avait personne autour. Personne. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune autre chefferie à la limite du visible. Il n'y avait pas de voisins du tout. Donc, et aujourd'hui, Bandoumla dépend de l'arrondissement de Bana. Et l'histoire aussi nous raconte les différents conflits qu'il y a eu quand les Bana sont venus s'installer. Parce que leur ambition avait toujours été d'envahir Bandoumla. Or, Bandoumla est en hauteur. Et pour envahir quelqu'un qui arrive en hauteur, il faut que tu sortes de derrière lui, pas de devant. Puisque devant, c'est la vallée, c'est la plaine. Après plusieurs tentatives, Bana n'a pas pu. Donc, le roi Bana à l'époque s'était allié avec le chef Bamenjou. Qui était, dommage, on n'a pas les dates historiques, qui était le chef Bamenjou, pour que l'armée de Bamenjou, qui était très puissante, vienne l'appuyer pour qu'on étouffe Bandoumla au milieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le chef Bandoumla a eu vent de l'opération, et est parti voir le chef Bandoumla de l'époque, de cette époque-là, est parti voir le chef Babouante pour dire que bon voilà, mon frère, je vais être étouffé par deux feux. Je ne pourrai pas m'en sortir. Je te prie de m'appuyer sur ton côté, parce que les Bandoumla viendront de ce côté-là. Le chef Babouante tu as bien évidemment demandé, mais pourquoi est-ce que, comme on dit au quartier, ma part dedans c'est quoi? C'est-à-dire pourquoi est-ce que je veux m'engager dans une opération pareille? C'est comme ça qu'une transaction est faite entre le chef Bandoumla pour que Bata soit rattaché à Babouantou en cas de victoire de Bandoumla sur ses agresseurs. L'accord a été conclu et les Babouantou, l'armée du chef Babouantou est parti attendre les Bandoumla à la limite avec Banja, dans le sable, la frontière. Et toute l'armée qui ne s'attendait à aucune résistance avant d'arriver à Bandoumla et qui marchait dans le nord dispersé a été décimée. Toute l'armée qui avait été envoyée a été décimée. Et les Babouantou, l'armée de Babouantou les a jetés dans le sable. Elle a coupé le Kouango là. Parce que le Kouango a la propriété d'absorber les odeurs. Elle a coupé le Kouango, le tronc et les feuilles pour verser sur les cadavres pour qu'il n'y ait pas putréfaction et risque sanitaire. Donc c'est comme ça que Babouantou devient une propriété de Batak devient une propriété de Babouantou et dépend quand on vient tracer les limites administratives et vient dans l'arrondissement de Banja. Puisque Babouantou est limitrophe à ce niveau de Batak, de Bana, de Bachingou, de Bangou, de ce côté-là. Et c'est donc comme ça que les choses se sont établies à cette époque-là.
si je dis que Batak n'appartenait pas à Babouantou au départ, donc ça fait que Batak ne fait pas partie du même couloir migratoire qui a peuplé la localité qu'on appelle le groupement qu'on appelle aussi Babouantou. Nous savons qu'une branche est venue une grosse branche est venue de Bangwa, Bandrefam, une autre est venue de la Menois, Balou, une de la Menois, et tous ces branches nous ont trouvés sur place parce que sinon, il y a une raison il y a une explication à cela. Pourquoi ce Batak s'appelle Batak et appartient à Babouantou et est le point le plus haut. Dans toutes les régions de l'Ouest, dans tous les villages de Bamileke, le village a trois grosses parties. Tous les villages ont trois grosses parties. Il y a le Ndagala ou le Ndranve qui représente la partie la plus basse du village. La partie la plus basse du village, partout dans tous les villages, c'est Ndang quelque chose. Avec les intonations liées aux différentes langues. Et il y a le Tsala, Tsala, chez nous, Tsala chez les autres, qui est la partie centrale du village. Et la partie où ça peut toujours tout là. La partie où ça peut tout là. Or, à Babouantou, Batoula est plus bas que Batak. Ça signifie que Batak est arrivé dans Babouantou après que Babouantou a été créé. Donc, à la suite de cet accord militaire. Et je dois dire que j'ai dit que le premier chef Batak s'appelait Ndiakam. Nous sommes aujourd'hui au 38e, qui s'appelle Ngeliankam Deuna Christophe, qui est là depuis 3-4 ans au trône. Et quand nous avions annoncé qu'il était le 30, et comment est-ce que nous pouvons être à 36? La seule explication, c'est que nous étions là avant que le Babouantou actuel s'installe. Donc ça signifie que les 38 chefs qui ont régné à Batak, les 38 chefs qui ont régné à Batak, j'ai leur nom dans l'ordre de succession au trône. Et comme je l'ai dit, Sa Majesté Ngeliankam, c'est bien le 38e. Donc, c'est comme ça dans ces histoires de Batak. Et l'effort que nous faisons depuis quelques années, comme je l'ai dit, jusqu'en 70, il était interdit de dormir à Batak. C'est-à-dire qu'il fallait rentrer au camp tous les jours. C'était totalement injuste, pratiquement, quand le pouvoir s'est rendu compte que le dernier résistant avait été attrapé et a été tué, a été exécuté sur la place publique en janvier 68. Il s'agit de Wandji Ernest. De Wandji Ernest qui est de Bandoula. Et leur concession familiale est à moins d'1 kilomètre de la limite avec Batak. Aujourd'hui, elle est là. Elle est encore là. Et déjà en 68, je passe mes deuxièmes congés au village avec mon petit frère Wambingo Okeki. Donc, Wambingo Okeki avait l'avantage qu'il était au camp chez sa tante et qu'il fréquentait à l'école publique de Babouantou. Moi aussi parti de l'internat où j'étais et on a passé les vacances là. Donc tous les matins on se levait 68 pour monter la colline, aller à Batak. Là où on était, on rentrait tous les soirs. On a fait ce mouvement une semaine et au bout d'une semaine j'ai dit à mon petit frère que vraiment quand on quitte le matin pour venir là, il faut d'abord se reposer parce qu'on a grimpé la colline. Il y a à peu près 200 mètres qu'il faut grimper. Donc on arrive fatigué. Et on est encore obligé de partir le soir plus tôt pour pouvoir arriver au camp, se laver, faire la cuisine et tout pour manger. Je lui ai dit que je ne descendais plus. Donc il était d'accord avec moi. On est tous montés discrètement avec nos affaires sans dire à ma maman, ma femelle, Gane de Pauline, qui était avec nous.
ce jour où on a pris cette résolution, elle a, vers 16 ans, elle nous dit de nous apprêter pour partir. On lui dit oui, 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 oui. Après, quand elle se rend compte quand son panier est prêt, nous on est prêt. Nous on n'a rien de prêt, on n'a rien à prêter parce qu'on ne veut pas rentrer. Nous lui avons dit que non, nous ne rentrons plus. Nous on va rester ici. Elle a cru que c'est une blague. Elle dit que non, mais les maquisards vont venir vous tuer ici. On a dit, mais comment ils sauront que nous sommes là? Elle a cru que c'est une blague. C'est quand elle s'est rendue compte qu'on était décidé, elle s'est enroulée par terre pour dire pardon mes enfants, descendons. Parce que si on reste ici, on est mort. Nous lui avons dit qu'on ne descendons pas. Et elle ne pouvait pas partir en nous laissant. Donc elle s'est sacrifiée. Elle n'est plus rentrée. Elle n'est plus rentrée et nous avons dormi là, dans la maison de Crâne. Nous étions donc les premiers à revenir depuis qu'on avait emporté les gens en 58. Parce qu'à l'époque, à Batak, dans les années 68, il n'y avait qu'une seule maison. Il n'y avait qu'une seule maison, c'était la maison de Mia Frinkamde, qui était une case ronde, là, bien coiffée. Donc ça fait que si la pluie t'attrapait alors que tu avais dépassé cet endroit, tu n'y avais pas d'issue. Et mon père avait fait la maison de Crâne à l'époque sommaire. On a dû l'agrandir, il a dû l'agrandir par 2 fois pour la suite. C'est dans cette maison-là que nous dormions. Et qu'est-ce qu'on utilisait comme tactique? C'est que quand le soir venait, comme il y a un cours d'eau en bas de chez mon père, on préférait se retirer pour travailler vers le cours d'eau qui était au fond de la concession. Les autres qui descendaient, parce qu'on descendait en file indienne, hein, ceux qui descendaient, ils appelaient en passant dans chaque concession, ils disaient que nous sommes en train de partir. Quand ils n'entendent pas une réponse, ils se disent que nous sommes partis avant eux. Donc c'est comme ça que nous avons fini nos vacances d'août 68, tranquillement, dormant à Batak. Je dois dire qu'à l'époque même, la ligne qui quitte Batak, parce que quand nous venions avec le vieux, tu vois, Thomas, il garait sa voiture à Balambo, au carrefour Balambo, et nous allions à pied. Ça fait 6 bons kilomètres, hein, passer du carrefour Balambo au carrefour d'un chaussée de Batarla. Ça fait exactement 3 km. Et de là-bas, à l'entrée de mon père, ça fait également 3 km. Ça fait 6 km qu'on s'est tapé à pied. Et dans le sens Banganté, puisque mon père était à Banganté à l'époque, Banganté, Bafan, on transportait les rejetons de bananes et tout ça sur la tête. Et quand il y avait les récoltes, on faisait un mouvement inverse, c'est-à-dire porter le maïs et tout ça sur la tête pour aller laisser jusqu'à Balembo. C'est de quelques années plus tard que, profitant d'une saison sèche, mon père avait rouvert la route qui passe à Batoula pour arriver à Babouantou. Donc il avait rouvert jusqu'au carrefour Nchosa. En passant dessus après le feu de brousse, on a taillé les arbres qui étaient là. Et c'est comme ça que cette route a été totalement ouverte jusqu'aujourd'hui. Et je me souviens qu'à l'époque, il y avait un gros trou sur la route de Balembo, là, juste avant le Pachi. Il y avait un très gros trou dans lequel on a mis, je ne sais pas, des tonnes de cailloux. C'est-à-dire qu'on transportait les cailloux à Banganté, les gros cailloux, les grosses pierres, pour venir jeter dans le trou qui était sur la route. Mon père a même dit à un moment, il se demandait s'il n'y avait pas quelqu'un en bas qui construisait sa maison et qui récupérait les pierres qu'on envoyait. Parce qu'il y a moins de 10 ans que ce trou-là a disparu. Hein. Il y a moins de 10 ans que ce trou-là a disparu complètement. Il était toujours là. Chaque fois qu'on refaisait la route, on devait remplir et ça s'affaissait toujours. C'est pour amener les populations à remonter. Or, les populations ne veulent pas remonter pour une raison simple. C'est que quand ils sont allés au camp, comme on l'a appelé au camp, il y a eu un problème qui se posait là-bas. C'est-à-dire que ceux qui les ont accueillis de force, mais de bon cœur. Mais ceux-là étaient convaincus que c'est une affaire qui durerait 6 mois, 1 an maximum, et que ceux-là allaient remonter chez eux. Donc actuellement il y a un problème foncier à Babouantou.
qui fait que les populations de Tchala qui nous ont accueillis, pour certains réclament que nous quittions pour rentrer chez nous. Puisque nous avons notre village qui est resté intact, hein, le leur a été partagé, ils ont exactement les problèmes que les Douala ont dans cette région où nous nous trouvons. C'est-à-dire qu'ils ont des problèmes fonciers. C'est-à-dire ceux qui sont là aujourd'hui, les enfants qui sont là aujourd'hui, qui sont bien sûr les adultes, contestent à ceux qu'ils ont trouvé même sur place à leur naissance la paternité d'un lopin de terre sur lequel leurs parents ont construit et où ils sont tous nés. Chaque fois qu'il y a un bornage, d'ailleurs, pour avoir été au tribunal de Bafouan pendant 15 ans, tous les premiers lundis du mois, pour un problème foncier, on s'est rendu compte que les problèmes fonciers du tribunal de Bafouan sont au moins à 60% de Babouantou. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a un problème foncier, sur 10 problèmes fonciers à Bafouan, Babouantou a lui seul 6. Ce qui énerve les juges et les amène à prononcer des sentences parfois très, très lourdes. Donc, il m'est arrivé qu'on trimballe le chef devant le tribunal. Donc, nous demandons aux populations de retourner chez elles s'installer, plutôt que de faire cette manœuvre haut en haut le matin, bas le soir, qui les épuise physiquement et qui fait qu'ils sont en train de transporter ce qu'ils doivent manger, le bois et tout pour aller en bas pour faire tout cela. Mais entre-temps, on a dit l'électricité est arrivée à Babouantou dans les années 70. Le téléphone est arrivé quelques années plus tard. L'eau courante est arrivée dans certaines zones grâce à UKO. Grâce à UKO, le réseau qu'on entretient jusqu'aujourd'hui. Et il y a maintenant les boîtes de nuit, mais les salles de jeu à Babouantou. Il y a les bars. Donc les gens disent que non, qu'ils ne peuvent pas remonter. Parce qu'il y a même beaucoup de notables Babouantou actuellement qui sont originaires d'autres chefferies en dehors de Tchala, qui partent toute la journée au bar là-bas avant de remonter la nuit chez eux. Ils sont nombreux, ils sont très très nombreux, tout simplement parce que le centre de vie, le centre de Babouantou est devenu une ville, avec tous ces problèmes. Et chez nous, donc, est devenue la plantation. Donc, depuis 2003, nous avons mis en petit pied le Covid-19 à la suite des sous-comités de développement qu'il y avait eu en amont. Nous avons mis en place le Covid-19 pour essayer de résoudre les problèmes. Bon, en résolvant ces problèmes, nous avons dit, bon, il faut que on donc essayer de respecter les objectifs mondiaux pour le développement. L'agenda 21, comme on l'appelle. Et nous avons conçu un questionnaire que nous avons distribué à toutes les familles Batak qui sont à l'eau et ainsi de suite pour leur demander quelles sont les raisons pour lesquelles ils ne remontent pas. Ils ont soulevé une série de problèmes qu'ils avaient réellement. Ils ont parlé du problème de l'eau courante. Bon, nous sommes battus pour, nous avons inscrit dans notre agenda l'adduction d'eau, qui est aujourd'hui entièrement réalisée. Par la suite, ils ont dit qu'il faut l'école pour les enfants. Nous avons en 2005 construit à peu près 32 millions, un bloc scolaire avec le bureau du directeur et un secrétariat, que nous avons donné à l'État. Nous avons donné à l'État. Et tout ce que l'État a fait à l'époque, c'est juste de prendre un arrêté. En 2005 pour dire que c'est une école publique. Nous avons fonctionné 2 ans sans même le directeur. Et jusqu'aujourd'hui, cette école primaire absorbe un minimum de 30% de nos ressources. Ce qui est très lourd. C'est-à-dire presque le tiers de nos entrées sont absorbées par l'école. Je dis rien que par les salaires, je parle là des salaires des enseignants, on en a 4 qu'on doit supporter par nous-mêmes.
Par la suite, on a appuyé la création d'une école maternelle que nous n'avons toujours pas réussi à construire, faute de moyens adéquats, et pour la bonne raison, comme je l'ai dit, que plus de 30% de nos revenus sont bouffés sont absorbés par le salaire des enseignants. Ça, c'est sans compter les autres éléments. Une école publique, une école primaire, ce n'est pas seulement les enseignants. Il faut les livres, il faut les outils. Il faut les outils. Si bien que nous avions réussi à l'époque, par l'entremise de certains amis, à avoir au niveau de l'école de Batak, avant qu'on ne change de programme, comme c'est devenu la mode, on change de programme comme on change les habits, on avait réussi à avoir à Batak tous les livres pour tous les élèves. Donc chaque élève avait tous les livres scolaires. Tout ça a été gardé à l'école, quoi. Parce qu'il nous souvient que quand nous on était à l'école, c'est les parents qui avaient le moyen qui achetaient les livres. Chaque classe avait ses livres au nombre d'élèves. Les livres étaient dans une armoire au fond de la classe qu'on fermait. Et chaque matin, l'enseignant venait, ouvrait et donnait à chaque élève le livre qu'il lui fallait pour les travaux de la journée. Donc nous avons réussi à faire ça à Batak. Nous avons eu d'autres livres, d'autres programmes pour les classes d'école primaire. Et toujours avec les relations, nous avons pu mettre sur pied une bibliothèque qui a au moins 2000 ouvrages, qui comporte même des encyclopédies. Donc la bibliothèque est ouverte également aux parents. Et cette bibliothèque-là a pratiquement un abonnement à Cameroun Tribune. Un abonnement à Cameroun Tribune pour permettre aux maîtres de ne pas se sentir isolés, d'avoir l'information, permettre aussi à nos parents au village de disposer d'une information fraîche en dehors de la radio. Nous avons également, grâce à des contributions des amis et sympathisants, nous avons pu créer une salle multimédia qui est dotée de 10 appareils, 10 ordinateurs complets et avec des onduleurs et tout. Malheureusement, comme c'est ce qui se passe souvent, ça a été vandalisé. C'est-à-dire qu'on a on a attaqué et on a emporté les appareils. Nous avons pleuré et d'autres amis ont dit non, on ne peut pas laisser ça comme ça. Et ils ont rééquipé en toute bonne volonté les salles. Et nous avons pris des efforts pour la sécuriser. Pour sécuriser la salle. Donc actuellement la salle est sécurisée et les alertes sont là. Donc cette salle fonctionne bien même. Aujourd'hui même j'ai reçu une image vidéo, une photo de la salle où les enfants étaient en plein cours d'informatique. Ça m'a fait un beau moqueur parce que, comme je dis, notre problème c'est qu'il ne faut pas que nos enfants soient des arriérés informatiques. Il faut qu'ils se vengent au moins sur le cercle, fait que bien qu'ils soient au village, ils disposent d'outils modernes pour apprendre. Donc, nous avons également, au niveau de Batak, un de nos paris, oui, ça ce matin. C'est bon. Un de nos paris, c'est de... C'est comme ça. Il y a deux photos là. C'est que celle-là qui reprend ça. La salle multimédia, aujourd'hui 12 mars 2019, en plein cours d'informatique. Donc, nous voulons que nos enfants ne soient pas tarés et qu'ils ne soient pas complexés par rapport aux enfants de la ville.
Donc le cours d'informatique, c'est systématique à partir du cours élémentaire 2. Donc les enfants y vont et nous verrons plus tard comment y mettre des produits ludiques pour qu'ils puissent également jouer tout ça en apprenant. Puisqu'il y a des programmes qui sont faits. On les a tous et nous avons eu la chance parmi les étrangers qu'on reçoit à Batak, et on en recevait beaucoup à l'époque. Nous de contents. En 2010, nous avons eu 4 instituteurs de l'Académie de Lyon, en France, 4 instituteurs stagiaires qui ont même défilé à Babouantou le 11 février 2010. C'était 2 garçons, 2 filles, et ils ont défilé avec le tricot de l'école de Batak. Et quand je leur demandais de récupérer sa peau de tricot neuf, ils ont dit qu'ils gardent ça avec la sueur et la poussière qu'il y avait dessus. Parce qu'ils disaient que c'est la première fois qu'ils défilaient de leur vie. Et ils savaient que c'était aussi la dernière fois. Donc, quand cette expérience s'est passée, on espérait avoir par la suite des retombées. Malheureusement, M. Sarkozy est arrivé à la présidence française et a diminué drastiquement le budget de la coopération. Donc, l'espérance n'a plus pu se renouveler. Je dois dire qu'avant, ces instituteurs arrivaient ici, stagiaires, on les laissait à Douala, ils tournaient dans les écoles de Douala et tout ça. C'est sur intervention d'un de nos sympathisants qu'on a dit non. Là, ils n'apprennent rien. Il faut qu'ils aillent dans les zones rurales, qu'ils vivent avec les populations. Donc, nous avons offert les garanties d'hébergement, de restauration à l'inspecteur académique qui était là à l'époque, de l'école Dominique Savio, qui est venu sur les lieux avec son épouse inspecter les conditions d'installation des instituteurs, leurs conditions de sécurité, et a donné son feu vert pour qu'ils viennent travailler chez nous 1 mois. Nous avons mis 1 mois à Babouantou. Nous espérions que l'année qui suivait, on allait engranger les fruits de cela. Malheureusement, comme je dis, le budget de la coopération a diminué. Mais on n'a pas tout perdu parce que de 4 instituteurs qu'on a eu, il y avait une chinoise là, qui a été nommée dans une école maternelle et avec qui on a essayé de faire des partenariats. Bon, on l'a réussi mieux avec un des garçons, Guillaume qui s'appelait, qui était professeur de cours, enseignant de cours moyen 2 dans une zone, dans les Alpes françaises, vers la frontière suisse. Avec lui, on a eu toute une année d'échange, de devoirs et tout, et d'expérience. Il s'appelait Guillaume Tastet. Malheureusement, ça s'est arrêté après, comme je l'ai dit. On a gardé de bonnes relations, mais le déplacement de la coopération ne pouvait plus se faire à ce niveau. Donc, nous avons un projet actuellement, la construction d'une école, d'une véritable école maternelle, accrocher à une garderie. Parce que si on ne procède pas comme ça, on risque de ne pas avoir le plein d'œufs. L'autre constat qu'on fait maintenant, c'est que les femmes accouchent très peu. Je ne sais pas ce que vous les hommes vous faites. Hein? Les femmes accouchent très peu et c'est un danger pour l'école maternelle. À Babouantou, par exemple, je ne cite pas, il y a un village qui a une école maternelle où il y a 3 élèves ou 4. L'école là se reconnaît. Pour dire que le tout n'est pas de réclamer d'avoir une école, mais il faut avoir le potentiel, la population. Et cette population-là passe par les accouchements. Et si on parle de crèche, c'est parce qu'on voudrait que les enfants de 2 ans permettent à leur mère de s'occuper d'eux en allant au champ. Et qu'il y ait des gens et un endroit où l'enfant peut être laissé et où il est en sécurité. L'autre projet que nous avons commencé depuis 2005, effectivement, quand on inaugurait l'école, c'était le centre de santé. Nous avons élevé les murs et nous sommes butés maintenant à la coiffure.
tollé. Nous sommes bloqués parce que on a eu un problème. Les populations avaient émis également dans leur agenda 21 les problèmes d'électricité. L'électricité va avec le moulin pour écraser les condiments et même le maïs, le manioc. Nous avions divisé le projet de l'électrification de Batak en 4 phases. La première et deuxième phase, on a voulu faire ensemble, engager les deux. Ça devait coûter 16 millions. 16 millions. Nous n'avions pas les 16 millions. Le Code de Pointe nous avait promis 5 millions, qui nous ont heureusement donné. Nous avons cotisé 6 millions, il manquait 5 millions. Et nous sommes adressés à la MC Carré pour demander un crédit de 5 millions qu'on nous a heureusement accordé, qui nous a donc permis de faire le bouclage de la phase 1 et 2 qui a été réalisé avec l'éclairage public. Malheureusement, ou l'inexpérience ou quoi, un match, je crois que c'est un mois d'avril, le 1er avril, on m'appelle du village pour dire qu'on a volé les câbles. On a volé les câbles. Ça a été un très grand choc pour nous. Et ça a été un élément rétrogradant qui a fait que l'espérance que nous avons pour avoir le remboursement du crédit a chuté. Si les populations n'ont pas suivi parce qu'elles n'avaient pas le courant. Elles l'ont eu pendant 6 mois et après c'est parti du fait du vol des câbles. Bon. Pour pallier à cela, au vol des câbles, et nous basons sur l'expérience des autres, nous avons acheté la peinture pour badigeonner les câbles. Depuis Batoula là-bas, qui ne dépend pas de Batak, jusque chez nous. Donc tous nos câbles maintenant sont blindés. Il paraît qu'on ne peut pas voler les câbles qui sont badigeonnés parce qu'on ne peut pas les vendre. On ne peut pas les céder. Donc, le problème d'électricité, le vol de câbles, a fait que nous avons regretté même de 5 ans. Et donc, nous n'avons pas pu rembourser le crédit à temps, avec bien sûr les intérêts supplémentaires, les pénalités. Et ce n'est que le mois dernier que nous avons pu solder ce crédit. Parce que nous avons besoin de la MT carré pour continuer nos projets. On a actuellement 3 grands projets majeurs. Je parle de projets majeurs. Les projets mineurs sont nombreux. Il y a d'abord coiffé ce centre de santé qui est dans le plan d'action 2019 et nous sommes déjà en mars. Il y a également le creusage d'une route qui relie Batak à chemin là-bas en bas. Parce qu'on se rend compte que Batak est le village le plus éloigné du centre de groupement. Et le plus cher en matière de transport. Parce que quand vous venez à Batak, vous n'avez pas 1000 francs, aucun bensikiner ne vous porte. La raison principale va te dire qu'il va rentrer seul. Et donc il prend l'aller et retour. Donc c'est 1000 francs. C'est 1000 francs qu'il prennent. Et l'autre point, c'est que de chez moi, par exemple, à chemin, ça fait 2 petits kilomètres. 2 petits kilomètres. Et si vous allez en voiture de chez moi au chemin que vous devez continuer par Batoula et tout, arriver à Tchala là-bas, passer à l'eau, passer à Battu avant d'arriver. Et si vous allez en voiture, celui qui va à pied arrivera avant vous. Et vous le trouverez en train de finir son repas. Alors que vous l'avez laissé en partant. Donc nous voulons creuser cette route-là qui est de 2 km pour nous relier au centre de groupement. Ça aidera les populations également à évacuer leur production maintenant qu'on a les triporteurs et tout ça. Donc porter les charges sera une exception. Même le bois et tout, les gens pourront même fédérer le moyen pour louer un triporteur et y mettre dessus et les produits de leur récolte et le bois.
Comme ça, ils se partagent les charges à l'arrivée. Donc c'est l'avantage qu'on a sur ce morceau-là. Et le troisième grand projet, c'est de créer un marché au tunnel. Nous avons déjà essayé avec des moyens sommaires de créer un marché là-bas, de manière à ce que les chauffeurs qui vont là-bas, vendredi, samedi ou dimanche, savent qu'ils peuvent trouver les produits de cru. Mais il y a un problème, c'est que ça ne fonctionne que 3 jours sur 7. Et c'est sommaire. Et on s'est rendu compte également qu'il y a de l'eau à ce niveau. J'avais fait venir le là-bas depuis 2003. Et qu'on peut créer une laverie de voitures. Ça fait des moyens complémentaires parce que c'est ce marché qui permet à mes mamans de cotiser 500 francs qu'elles doivent cotiser chaque mois pour le mois de bâtard. Il n'y a pas de choix dessus. Et les populations locales également se sont organisées. Le chef a pris une décision qui fait du dernier mardi du mois le mardi de la communauté. C'est-à-dire qu'on fait des travaux communautaires ce jour-là. Chacun abandonne ce qu'il a fait pour passer aux travaux communautaires. Et c'est mardi parce que le chef lui-même a comme le mardi comme jour libre en tant qu'employé de la MC Carré. Donc lui-même est là à la tête des troupes pour ce qui est très encourageant. Ce qui est très encourageant. Et nous demandons que le plus de personnes adhèrent à ce projet. On s'est rendu compte quand on devait construire les agendas 21 que si on ne répond pas à un besoin de la population, c'est qu'on a gaspillé l'argent. Et si on vient à l'école implanter une école sans que la population cherche même le caillou et tout pour qu'on fasse la fondation, même si une tôle bouge, ils vont au mieux vous appeler pour dire que votre histoire, il y a une tôle qui bouge. Hein, alors que s'il y a son argent dedans, il va d'abord chercher un caillou pour mettre sur la tôle qui bouge et il va chercher un clou pour stabiliser la tôle parce qu'il sait qu'il y a son argent dans l'investissement. Donc ce marché au tunnel, nous voulons le faire en créant une laverie. Nous avons la chance que ce soit en saison sèche ou en saison de pluie, les voitures qui passent là-bas sont soit couvertes de poussière, soit couvertes de boue. Il arrive même qu'en saison sèche ou en saison de pluie, surtout en saison sèche, les passagers sont méconnaissables dans une voiture. Ils ont besoin de se faire une toilette avant d'arriver en ville parce que tu vas pas, dans cet état, tu ne vas pas atteindre Douala ou bien Yaoundé. Il y a une voiture qui est pleine de boue, une voiture qui est pleine de poussière. Il appelle les forces de l'ordre, il appelle les contrôles sur lui, les contrôles de gendarmerie ou de police. Il est une cible facile. Donc nous allons proposer quand on fera ça aux véhicules qui partent dans les deux sens de se faire une toilette et on permettrait également aux passagers, parce qu'on veut construire également des toilettes modernes, c'est-à-dire avec urinoir, pot pour WC, colonne de douche, avec à côté des poubelles, que ce ne soit pas l'anarchie, c'est-à-dire qu'on jette les plastiques, les plastiques de plus en plus nombreux, les plastiques, les bouteilles en plastique, le papier dans une fosse, et les déchets végétaux dans une autre, parce que les déchets végétaux sont recyclables. À notre niveau, le plastique pas. Donc ce que nous voulons faire là-bas, et plus tard même, nous voulons même faire une mosquée sur place. Une mosquée, pourquoi? Parce que nous avons l'avantage d'avoir l'eau. Et que c'est les transporteurs qui font la richesse de ces points-là. Et les vrais transporteurs sont des nordistes et sont musulmans. Les autres, là, c'est pour teinter. Il faut reconnaître à chaque tribu ou à chaque... C'est mérite. Vous ferez le tour de tous les agents de voyage ici. Les chauffeurs de bus, les plus nombreux, c'est des Maguida. Parce que, ils ne voient pas l'alcool. Et deuxièmement, ils sont plus disciplinés que les autres. C'est pas le hasard, pas le flux du hasard. Je ne dis pas qu'ils ont l'exclusivité, mais c'est leur don que Dieu a, et qui est reconnu. Donc nous allons faire une mosquée sur place et nous allons effectivement, au fur et à mesure de moyens, construire des hangars pour abriter
les vendeurs. Il y a un autre problème, c'est que cet endroit n'étant pas habité, il est devenu une zone de prédilection pour les coupeurs de route. Et bien vrai que ces dernières années, on n'en a pas beaucoup entendu parler. Parce qu'à la fin, dès qu'on aura réussi à faire ce qu'on fait, on va éclairer on va éclairer la zone. Par exemple, nous avons un problème grave, c'est que les mamans qui quittent le village Bata pour venir vendre là-bas, quand elles ne réussissent pas à vendre vendredi ou samedi, elles cachent leurs produits dans les herbes. Et quand elles reviennent le lendemain, elles ne trouvent pas. Puisqu'il y a des gens qui savent qu'elles cachent les produits dans les herbes, ils font la patrouille le soir pour... Donc on voudrait à ce niveau-là faire de sorte qu'il y ait un magasin dans lequel ce qui n'est pas vendu, et quand elles reviennent, les trouvent parce qu'on les a volés la nuit. Donc il faudrait que ces produits-là soient sécurisés. Et juste quand on se coupait, on voudrait même proposer aux gens qui sont en 20 comme, qui ont des plantations là-bas, de venir là-bas pour vendre leurs produits. Parce que, vous voyez, les Bamileke, au cours d'une saison, cette saison de funérailles, ont besoin de planter et tout ce que vous avez pour faire les funérailles. Et parfois, c'est difficile de trouver. Or, il est très facile de l'avoir sur son trajet. Donc, soit ceux qui viennent de Yaoundé, ceux qui viennent de Douala pour aller, ceux qui viennent de Yaoundé pour aller à les funérailles, Bakou, tout ça là, et les autres peuvent se ravitailler là-bas. De même que ceux qui quittent Douala pour aller à Makenene, à Tutu, à Ndiki et tout, ils peuvent également se ravitailler là-bas. Et s'ils sont sûrs que tous les jours de la semaine, ils peuvent trouver de quoi remplir leur voiture, le marché va naître comme ça et ce sera un moyen de dynamiser la région et de la rendre... parce que je me suis rendu compte dernièrement que je passais par là, je descendais pour aller à Bat, pour entrer chez moi. J'ai vu une dame qui avait un bébé et un poids sur la tête. Je me suis arrêté pour la porter, je dis tu vas où? À ma grande surprise, elle me dit qu'elle va à Angola. Je dis mais attends, tu faisais quoi là-bas? Elle dit que non, elle fait le marché de Bata. Tu vois, il y a des gens de Koa qui vont jusque là. Donc il faut créer une situation qui fasse que la demande existe. Comme ça, ils apportent leurs produits, sont sûrs de les vendre. Et l'avantage qu'il y a là-bas, c'est que le marché peut quitter la route. C'est-à-dire qu'il y a une bande après la route où les voitures peuvent garer si on aménage et tout, en toute sécurité. Donc il n'y a aucun danger pour qui que ce soit. C'est notre ambition et nous comptons réaliser cette ambition-là. Parce que comme je l'ai dit, c'est de là que viendra l'argent qui va développer Bata. C'est-à-dire les 500 francs que les femmes cotisent, les 700 francs que les hommes cotisent par mois. C'est de là que ça peut venir. Donc plus tard, on aura boucherie, et bien sûr des gens pour faire le soya et le piment. Et bien sûr aussi à côté, ceux qui doivent vendre la bière pour casser le piment. Parce que l'idéal serait que si quelqu'un arrive avec sa voiture, peut-être qu'on la nettoie en 30-45 minutes, qu'il ait une occupation, qu'il ait des bancs où s'asseoir, soit pour boire le vin de raffia, soit pour manger les arachides ou les fruits tropicaux, en attendant qu'on nettoie sa voiture et qu'il parte de là content parce qu'il est propre lui-même, sa voiture est propre. Donc c'est les ambitions que nous avons. Et ce qui est sûr, c'est qu'on les réalisera. Ouais. On les réalisera. Ce qu'on a pu réaliser plus dur. Ce n'est pas ce qui va nous bloquer. Dans les 30 millions que nous a coûté l'école, l'apport de Bata même n'est pas d'un cinquième. Donc les 4/5 sont venus des sympathisants, des amis qui avaient compris notre problème et qui sont venus nous aider. Peut-être en réaction
au fait que nous les assistons aussi quand ils ont leurs problèmes. C'est ça? Ouais. On s'en souvient ça. Donc c'est cela. Et c'est pas le dernier projet, il y a d'autres projets, c'est d'installer les jeunes. D'installer les jeunes qui ne fassent pas comme nous, qui cherchent pendant 10 ans le point de terre pour construire une maison. C'est la maison au village, c'est vrai, on ne construit pas ça en 1 an. La mienne, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans que je la construis. Elle n'est toujours pas finie. Mais ça fait 30 ans que j'y vis. Avec mes neveux et mes fils en colonie. Bien qu'en août, là, c'est ça le 30e anniversaire de la colonie de vacances au Saut du Trait. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Donc, c'est ça les ambitions du petit peuple de Bata, comme je l'appelle souvent. C'est bien vrai que ça énerve certains, mais je dis que il faut que nous mettions au niveau où nous sommes. Nous sommes un petit peuple. On grandira, mais en attendant, nous sommes un petit peuple. Et la grande force, comme j'ai dit, c'est d'avoir réussi à conscientiser les populations locales, à contribuer à leur développement. Quand que nous venons, c'est ce qu'on appelle le développement participatif. Parce que quel que soit le cas, même quand nous trouvons une ONG ou quoi qui est prêt à nous aider, il vous demande de donner au moins 10% du coût de la dépense. Et nous, on explique aux gens que le 10%, ce n'est pas forcément de l'argent. Nous avons les cailloux. Vous enlevez les cailloux, on évalue. Un camion de cailloux coûte combien? Nous avons du sable, vous enlevez le sable. Un camion de sable coûte combien? Ou bien quand il faut faire les tranchées et tout, pour l'adduction d'eau. On donne le tracé, vous faites les tranchées, et ça fait votre contribution, c'est pas négligeable. Oui, c'est pas négligeable. Parce que dans l'adduction d'eau, le plus dur c'est le creuser. Le plus dur c'est le creuser et creuser à bonne dimension. Bon, c'est ce que je pourrais dire en gros. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou quelqu'un. Je suis disponible. Et ce que je vous ai raconté là va figurer bientôt sur le site de Batak, www.batak.org, dans l'onglet Histoire. Dans l'onglet Histoire, qui actuellement n'a que l'histoire de Babouantou à proprement parler en tant que groupement. Déjà que je vais dire, on est très fiers d'avoir connu aujourd'hui le village entier Batak. Quand je parle de village entier, c'est-à-dire depuis l'histoire d'aujourd'hui, également le futur de Batak. Ça nous a permis de connaître d'où vient le village Batak et son peuple, son ralliement au village Babouantou, son évolution et ce qu'il a traversé dans les années 68 jusqu'à 70 par rapport au camp de concentration qui a été créé vis-à-vis de la crise de Maki. Nous parlons encore aujourd'hui. Nous avons découvert aussi toutes ces grandes ambitions, ce peuple aujourd'hui qui est conscientisé. Nous disons aussi bravo au chef qui a pu créer la journée de mardi, pour la journée communautaire de mardi du village Batak. Et nous avons compris aussi que le village Batak est plus vieux que le groupement Babouantou, grâce au fait qu'il a plus de chefs que le chef du village Babouantou lui-même, d'après que l'histoire nous a raconté. Je pense qu'à travers ceci, beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas l'histoire et ceux-là qui voudraient chercher l'histoire vont bien s'enrichir, et nous allons dire l'histoire enfin se dessine. Merci beaucoup. Merci. Et comme je l'ai dit, je suis toujours disponible. Parce que nous on fait les recherches. Et on a l'avantage également de s'être rapproché de vieux, quoi. Des vieux qui connaissent l'histoire et
connaître les péripéties de l'histoire. Et surtout, le plus gros inconvénient, c'est que notre civilisation n'est pas écrite. Donc, ça nous fait de... Il faut que les gens se demandent à Babantou. Dans tout le groupement Babantou, il y a presque 11 villages. Il n'y a que 4 chefs qui sont arrêtés, comme on dit. Le chef Ndramve est arrêté par le chef Banja. Le chef Babantou, en gros, est arrêté par le chef Ndramve. Et il y a 2 autres villages dont les chefs sont arrêtés par un chef étranger, Babantou, dont en dehors de Ndramve, et qui sont arrêtés par le même chef. Le chef Bandoum là, c'est pas un hasard. Il y a le chef Baloum et le chef Bata. C'est le chef Bandoum là qui les arrête. Et comme je le dis là, toutes les recherches montrent que la chefferie Bandoum là est la plus vieille de l'Ouest Bamileke. Et qui a un mouvement migratoire différent. Merci. Merci. On a vraiment bien passé.